Bienvenue dans la 12e édition des 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème. Aujourd'hui, il sera question d'une quête d'identité au cœur de la Mitteleuropa, d'un départ subi pour Israël et aussi de la mort volontaire en Suisse et de la fin de vie en résonance avec la Shoah. Avec nos invités, Valérie Zenati, Lola Gruber, et nous serons rejoints par Philippe Michard. Et puis en fin d'émission, nous évoquerons également Georges Perec, Sami Frey et aussi l'histoire des grandes familles juives de New York. Qui vivent, c'est un beau titre avec une très belle couverture. Alors, je m'attendais à y retrouver dès la première page le sourire d'Aaron Appelfeld, parce que vous avez été son amie, son éditrice, son interprète, sa traductrice, très important. Et il est présent dans presque tous vos livres. Et puis finalement, ce n'est pas lui qui ouvre votre livre, c'est Leonard Cohen. Il est même partout dans le livre. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Aaron Appelfeld était présent dans mon dernier livre, oui. beaucoup, puisque je l'ai écrit, et pour cause, un livre que j'ai écrit après sa mort. Mais il était moins présent en tant que personnage, ou pas du tout, dans un livre comme Jacob, par exemple. Je crois que c'est quelqu'un qui est présent dans la façon dont je cherche les mots, peut-être, parce qu'il m'a enseigné ça. Mais lorsque j'écris un livre, je cherche d'abord et avant tout en moi ce qui va le porter, quel personnage, quelle tonalité, quel texte vont pouvoir affluer vers ce récit, quelle musique. Et là, il se trouve que Leonard Cohen a surgi, ou je dirais même ressurgi, parce que je me suis aperçue après coup que dans mon deuxième roman, un personnage disait « Je me sens comme une chanson de Leonard Cohen égarée dans un congrès néo-nazi ». C'était dans Les âmes sœurs. Et je m'en suis souvenue après coup. Et je pense que ce contraste entre Leonard Cohen, sa personne, ses chansons et une certaine brutalité du monde sont certainement présents en moi depuis longtemps et ont surgi là à la faveur de la rencontre avec ce personnage de Mathilde qui fait face à cette à ce clair-obscur de l'existence. On va en parler de Mathilde et d'autres personnages, mais encore un mot sur Appelfeld. Quand on a vécu dans l'intimité de sa langue et de son univers pendant tant d'années, est-ce que si on est également écrivain, c'est pas un peu compliqué, difficile, ou bien est-ce peut-être pas nécessaire de se séparer de ses mots à lui ? Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, je n'en parle même pas au passé parce qu'il reste, on l'ignore beaucoup en France, mais il reste 25 livres à traduire. Vous avez du boulot. De l'œuvre déjà publiée. J'ai surtout intérêt à vivre longtemps. En tout cas, pour mener. C'est déjà en hébreu. Oui, c'est l'œuvre publiée. Ce ne sont pas des fonds de tiroir. L'œuvre publiée comprend 45 livres. Et il a tant écrit que ça. Oui, il a commencé à publier en 1962. Et il a terminé. Le dernier livre est paru l'année de sa mort, en 2018. Mais en France, il n'a pas été tout le temps traduit, loin de là. Donc on a du retard à rattraper sur l'édition de son œuvre. Et c'est une entreprise éditoriale passionnante. Dans laquelle vous êtes ? Toujours impliquée en tant que traductrice et dans les choix que nous faisons avec les éditions de l'Olivier. Par ailleurs, je dirais qu'au contraire, la pratique de la traduction et de la traduction portée à ce point d'incandescence, parce qu'il s'agit de la langue d'un écrivain qui a vraiment forgé, je pense, dans la braise, dans les braises, il a forgé sa langue. Je pense qu'au contraire, cette pratique-là me permet de trouver mes propres mots. C'est comme une sorte d'exercice musical, de pratique musicale, qui n'empêche pas de composer soi-même d'une certaine manière. Au contraire, je dirais. Mais il est là en filigrane. Je pense que j'ai commencé à écrire avant de rencontrer Aaron Appelfeld et à percevoir quelque chose du monde qui se transformait, qui essayait de se transformer par les mots depuis l'enfance peut-être. Je suis sûre que la rencontre avec Aaron Appelfeld a laissé une empreinte qui est encore à l'œuvre dans ce que j'écris, mais qui n'en reste pas moins que c'est à partir de mes propres visions et de mon rapport au français que j'écris, même si l'hébreu est toujours en embuscade dans mon français, si j'ose dire. Ce n'est pas la même musique. Ce n'est pas la même musique, non. Mais j'entends de l'hébreu aussi lorsque j'écris en français. On y reviendra peut-être. En tout cas, la voix
de Leonard Cohen, elle est bien là, dans votre livre, mais tout le long. Hein. Alors, soit elle oui. s'affirme parce qu'il y a les paroles, on Oui. retrouve les paroles, Oui. vous avez des chansons préférées, des musiques, Oui. mais soit elle est là en douce, presque en contrebande parfois. Alors, je pense moi, ça que m'enchante, c'est ce qui me comble. Tant mieux. Ce que vous dites ne peut que me combler parce que justement, en cherchant la sonorité de ce livre, je n'ai pas cherché à la produire, mais je me suis imprégnée de ses textes, de ses poèmes, de ses romans, de sa voix, de ses musiques. Et ça s'est tissé, enfin j'espérais, je ne sais même pas si j'espérais, mais si on me dit que ça s'est tissé dans le texte, alors j'en suis heureuse parce que il m'a, je crois que j'avais ce besoin d'approcher les événements portés par la tradition de Leonard Cohen. Alors, vous avez évoqué Mathilde, Oui. donc personnage principal, qui vous ressemble. Qui est un double. Je suis aussi retournée vers Philippe Roth en écrivant ce livre, et donc Oui. et j'ai beaucoup lu sur ces doubles. Je peux totalement assumer le fait que c'est un double. Je ne sais pas en réalité si elle me ressemble, mais nous avons, disons, deux souvenirs en commun. Et au-delà de ça, c'est quand même un double littéraire. Elle n'a pas ma vie. Sur le plan autobiographique, non, elle n'a pas ma vie. Elle est professeure d'histoire-géographie, histoire-géo, comme on dit. Oui. Et puis, elle est insomniaque. Mais les deux, vous avez dit, il y a deux éléments. Oui, les deux éléments, c'est le souvenir qu'elle a de Kippour 1973, qui est vraiment... Je pense que quand ce double s'est présenté à moi, il y a ce souvenir de la guerre de Kippour qui s'est planté comme un clou qui superposait son existence à la mienne. Vous aviez quel âge? J'avais le même âge, j'avais 3 ans et demi. Octobre 73, j'étais à Nice dans une synagogue auprès de ma mère. Et donc ce souvenir-là, c'est un souvenir que je partage avec Mathilde. Et la deuxième chose, c'est un souvenir qu'elle a d'un voyage en Israël lorsqu'elle avait 6 ans. C'est quand même aussi un livre qui est marqué par le Covid, l'expérience du Covid et du confinement, donc du virus, de la pandémie. Il y a Mathilde perd ses sens, oui. Le toucher, l'odorat. Le reste est décuplé. Elle perd vraiment le toucher. Et l'odorat un peu? Non, l'odorat, elle sent des choses un peu étranges parce que dans le métro, elle sent des fougères et du fromage blanc et des myrtilles. Donc on peut se dire que c'est un peu curieux de sentir ça dans le métro parisien. Mais ses sens sont tous décuplés ou désaccordés et le toucher disparaît. Donc il y a ça, il y a la guerre en Europe qui monte, et puis elle retrouve les feuillets oubliés de son grand-père. Donc tout ça, avec le Covid, le virus, ça forme un tout. Elle est, je crois que vous le dites à un moment, désorientée. Et moi, quand je lis ce mot, je lis qu'elle a perdu son Orient. Ah, bravo. Et son Orient, où le retrouver sinon en Israël? Vous avez trouvé la clé. J'aime quand quelqu'un d'autre que moi trouve la clé. Mathilde, on parlait tout à l'heure de Leonard Cohen, on fait sa connaissance le jour de l'annonce de la mort de Leonard Cohen, et qui est quasiment simultanée avec l'élection de Donald Trump. J'espère ne pas dire la première élection de Donald Trump, mais bon. Et ce qu'on comprend, c'est que cette succession de catastrophes depuis le début du nouveau millénaire atteint un peu est quelque chose qui l'ébranle, comme chacun d'entre nous. Mais elle est professeure d'histoire et elle a donné ce sens-là à sa vie, maîtriser les clés de l'histoire et les transmettre. Et la pandémie, en quelque sorte, pour elle, surtout lorsque les choses semblent revenir à la normale, marque au contraire un moment où l'histoire devient aphone. Elle a le sentiment que personne n'a donné de sens à ce moment inédit dans l'histoire de l'humanité où les relations humaines ont été brisées par des mesures très fortes et où les activités les plus banales ont été effacées.
C'est le moment du Covid. Le moment du Covid. Alors, j'ai pas du tout voulu écrire un livre c'est pas un livre là-dessus. En fait, je crois qu'il y a vraiment quelques pages. Hein. Oui. Mais c'est l'impression extrêmement forte qu'il s'est passé une sorte de secousse tellurique silencieuse qui commence à être désorganisée. Et puis, vous avez dit, il y a le retour de la guerre en Europe et la mort de son grand-père avec là aussi une transmission qu'elle ne comprend pas. Des feuillets qui semblent surgir dans une langue qui n'était pas la langue de son grand-père et qui parle pourtant du violon de son grand-père. Et à ce moment-là, elle regarde une vidéo de Leonard Cohen qu'elle a découvert sur Internet et qu'elle interprète, parce que c'est un livre, je pense, dans lequel l'interprétation a été pour moi aussi importante que l'intrigue, peut-être. Elle interprète cette vidéo comme une sorte d'injonction à aller effectivement vers cet Orient pour y trouver ce qu'elle voit dans la vidéo, c'est-à-dire une quête de justesse. Ce qui est drôle, c'est que votre Mathilde, elle va en Israël pour retrouver du sens, elle qui a perdu l'un de ses sens. Oui. Et en même temps, elle se rend compte que c'est un pays, à l'époque, il y a quelques années donc, c'est un pays où les gens font bloc pour ne pas se parler. Exactement. Elle y va en 2022, elle y va peu après le début de la guerre en Ukraine. Et alors, dans ses insomnies, à un moment donné, elle a entendu sa voix intérieure qui lui disait « écoute, écoute ». Quand elle était petite, c'était peut-être elle disait une autre prière qui commence par « écoute Israël ». Et puis là, c'est « écoute ». Mais peut-être qu'en allant en Israël, elle écoute Israël. Elle écoute les habitants de ce pays qui ont tous, en tout cas ceux qu'elle rencontre, des visions de vie extrêmement fortes, des façons de décrypter la vie qui sont très assises dans des certitudes, et alors qu'elle n'en a pas du tout. Et oui, il refuse de se parler, juste il y a une sorte de paroxysme à la fin. Et en même temps, elle vient d'une famille où on aime moins écrire que raconter. Tout à fait. C'est très oral, tout ça. Oui, oui. Tradition orale. Tradition orale. C'est pour ça qu'elle est si frappée par ces feuillets écrits. Parce que le cousin lui dit personne. C'est très inattendu. C'est très inattendu. Ouais. Le cousin, elle essaie de comprendre d'où viennent ces feuillets qui parlent des arbres, de la nature, d'un violon, d'un luthier, de la première édition des Misérables à Bruxelles. Et ça ne ressemble pas du tout à ce qui lui a été transmis. Et le cousin est perplexe, il lui dit il y a un vieil oncle qui est resté en Tunisie, qui était communiste et qui est resté en Tunisie. Alors, quand tout le monde est parti, et puis il lui dit mais pourquoi un communiste écrirait-il des choses pareilles ? Et il n'a pas la réponse, elle non plus. Elle vient d'une tradition orale. C'est peut-être ce qui rend ses oreilles capables de percevoir ce que les habitants de ce pays qu'elle croise lui disent. Lui disent, et qui est à cheval entre la perception intime de la vie et peut-être la perception de ce pays qui ne cesse pas une seconde d'être dans l'histoire, même quand il a envie d'y échapper. C'est pas moi qui l'invente, ça c'est vrai. Alors, il y a un certain nombre de passages. C'est drôle parce que quand elle va en Israël, ça m'a fait penser à... Ça n'a rien à voir, mais Aime le maudit de Murnau, le fameux plan où il y a marqué « Passer le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre ». Ah oui. Et je me demande si c'est pas ça qui se passe quand elle arrive en Israël. Il y a un certain nombre de choses qui remontent comme ça. Bon, c'est assez classique, mais c'est très bien rendu en tout cas. Bon, merci. Et puis alors, il y a 3 pages qui n'ont pas rien à voir, mais qui arrivent comme ça d'un coup sur Flavius Joseph. Flavius Joseph, oui. Oui. Et est-ce que vous le considérez comme un traître ? Non. Parce que quand même, il y a tout un débat là-dessus dans votre livre. Il y a tout un débat. La fameuse controverse. Alors, quand elle arrive à Jérusalem, elle rencontre quelqu'un qui s'est échappé de mon premier roman à l'Olivier, dans Retard pour la guerre. Dans Retard pour la guerre, l'héroïne Constance faisait sa thèse, son devoir de maîtrise plutôt sur Flavius Joseph et sur le discours de Flavius Joseph aux assiégés de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et donc Flavius Joseph est considéré par une grande partie de la tradition juive comme un traître puisqu'il est
après avoir dirigé une des révoltes contre les Romains. Il raconte de l'extérieur. Voilà, il est passé du côté romain, il a raconté la destruction de l'extérieur, et il avait même sa femme, sa première femme et ses 3 enfants à l'intérieur des murailles. Et donc oui, il est considéré comme un traître. Moi, quand je dis non, c'est parce que pour moi, Flavius Joseph est à la fois un personnage et un témoin capital. Et lorsque j'écris, je me situe à un endroit où je ne juge pas. Donc je ne juge pas Flavius Joseph, je ne juge pas sa cousine Bérénice, qui était une reine et qui a pu être aussi accusée de trahison, qui était l'amante de Titus. Oui, mais... Je ne la juge pas non plus. Mais par 2 fois, sont d'autres que moi. Mais par 2 fois... Oui, ce sont des personnages qui la jugent, pas vous, pas nécessairement. Mais par 2 fois, dans la page 151, vous utilisez un mot qui m'a fait tiquer. Compromis. Ils sont pas dans le compromis. Si, Flavius Joseph, en tout cas, dans son discours aux assiégés, il les incite à un compromis avec les Romains. Vous avez quelle perception? Non, moi, pour moi, c'est tout ça, c'est par rapport au pouvoir. Et c'est le rapport au pouvoir qui change tout. Mais bon, on pourrait en parler longtemps. Et d'ailleurs, on pourrait vous demander, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu votre livre, qu'est-ce que la guerre des Juifs et Flavius Joseph viennent faire dans votre récit? Dans ce récit, ils viennent faire... Alors, ils arrivent là par le biais d'une mise en scène et d'une pièce de théâtre qui est montée sur la destruction du temple de Jérusalem. Donc on ne retourne pas en arrière, on ne retourne pas en 70 après Jésus-Christ, on est toujours en 2022, et il se trouve qu'en arrivant à Jérusalem, Mathilde rencontre cette Constance Kahn qui met en scène cette pièce, Les Voies de la Destruction. Et quand ça s'est présenté à moi, si j'ose dire, je crois qu'il y a 2 choses qui se sont inscrites là. C'est d'une part quelque chose que je sentais venir en Israël, et ce n'est pas pour rien que ce roman est allé vers Israël, alors que ça fait 15 ans qu'Israël n'a pas surgi dans mes romans. Je pense que étant très attentive à ce qui se passe en Israël, un pressentiment de catastrophe m'a accompagnée pendant l'écriture de ce livre. Un pressentiment de catastrophe, de division du peuple, semblable d'une certaine manière, même s'il ne faut pas faire... Il n'y a pas de parallèle historique à faire, mais quelque chose de la déchirure interne du peuple en 70, avant la destruction de Jérusalem, et quelque chose de la déchirure interne du peuple israélien, a fait écho, et j'écris beaucoup à partir des échos. Donc il y a des résonances entre les deux situations. En 2005, vous avez publié Une bouteille dans la mer de Gaza, qui d'ailleurs au cinéma est devenue Une bouteille dans la mer. Tout à fait, oui. C'est étrange. Oui, c'est le diffuseur qui a voulu oui, non, mais c'est étrange rebaptiser. Par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, c'est un livre jeunesse, oui, tout à mais fait. Vous l'auriez écrit de la même manière aujourd'hui? Je ne pense pas, parce que chaque écriture est liée au temps dans lequel j'écris, pas à l'actualité, mais à quelque chose du temps. Et je crois que dans tous mes livres, il y a une quête, malgré moi, d'écho entre l'écriture et l'histoire. Mais en général, c'est l'histoire qui vient percuter la vie des personnages. Et là, dans ce livre-là, j'ai repris les mêmes questions, je crois, autrement. C'est pas la vie de Mathilde qui est percutée, c'est sa conscience et ses perceptions. Et c'est à partir de là que j'ai réinterrogé ce qui continue de me secouer et qui me secouera, je pense, jusqu'au bout. Vous avez vécu des années en Israël. Oui, j'ai vécu 8 ans en Israël. Et j'ai même fait mon service militaire. Comment vous avez vécu ce qui se passe en Israël depuis le 7 octobre? Alors, ça serait très difficile de trouver vraiment les mots. Je dirais peut-être 2 choses, 2 images. Je suis allée en Israël peu après le 7 octobre et j'en suis revenue avec les bras couverts de bleu à l'intérieur. Parce que chaque personne que je voyais s'effondrait, que j'ai serré les jambes si fort dans mes bras que j'en ai été marquée. Et la deuxième chose, c'est qu'il m'a été donné de traduire des témoignages du 7 octobre. Et la langue dépouillée des témoins, dénuée de pathos, dénuée d'effets évidemment, mais cette langue dépouillée dans laquelle ils relatent
cette catastrophe, ce qui leur a été arraché, et cette façon dont la confiance a pu être brisée, me bouleverse encore au point que je me sens incapable de dire d'autres mots que les leurs, peut-être, pour parler de ça. Vous n'avez pas essayé d'interpréter? Là, non. Non. Là, non. Il suffisait de traduire, enfin, d'écouter ce qui était dit et de traduire cet effroi. Et cet effroi que j'ai perçu encore en y étant, et qui est, je crois, pas suffisamment perçu ici, parce que j'entends souvent des discours de que veut le peuple israélien, que veulent les Israéliens, les sondages disent ceci, les sondages disent cela, alors que d'abord et avant tout, c'est cet effroi qui reste prégnant et qui est en première ligne bien avant la pensée politique. Je ne dis pas que la pensée politique n'est pas nécessaire, mais elle mettra du temps à se construire, elle ne peut pas être construite à chaud. Je crois qu'il y a une impossibilité et qu'il faut d'abord entendre ce que raconte le 7 octobre, qui est vraiment aussi un arrêt du temps, parce que le temps a continué de s'écouler, mais les gens le disent. Le 7 octobre dure encore pour eux. Bien sûr. Ouais. Lola Gruber, alors, bon, c'est un livre tout à fait différent. Avec Valérie Zinati et Qui vive, c'est une sorte de coulée de prose poétique, mais très concise. Là, on a affaire à un livre beaucoup plus gros, dans un esprit tout autre, dans une écriture tout autre. Et je crois que c'est l'un de vos amis qui vous a dit tu devrais écrire un roman d'espionnage. Pas tout à fait pareil. Hein. J'étais dans une résidence d'écriture on n'était que deux. Et donc on se racontait, on travaillait la journée, puis on se racontait nos histoires le soir. Lui, il avait que des histoires de Grand Nord, ce qui m'allait très bien, être chien de traîneau. Et moi, j'ai commencé à lui raconter des histoires de ma grand-mère qui a été impliquée dans l'Orchestre Rouge, où elle a eu un rôle pas très glorieux, je crois, pour ce que j'en sais. Et ce que j'en sais est très peu fiable. Et ce qu'ont écrit les historiens l'est pas toujours non plus. Et puis on parle, et il me dit d'un air convaincu, tu devrais écrire un roman d'espionnage. Je t'assure, et il me dit, je suis pas en train de projeter un truc, ni de te donner un conseil, je t'écoute me parler, et tu devrais écrire un roman d'espionnage. Et petit à petit, quelque chose qui naviguait de façon éparse dans mon esprit, soit ce goût très très fort pour la Hongrie, cette attirance très forte pour la Hongrie, pas forcément explicable quand même quand on connaît la Hongrie, les vieilles histoires mal connues, déjà très romancées de la famille de mon père, dont je ne sais pas grand-chose, et cette petite envie de roman d'espionnage, tout ça a commencé à se composer assez lentement jusqu'à ce que... La famille de votre père, c'est le côté Gruber. C'est le côté Gruber. C'est le côté hongrois. C'est le côté austro-hongrois, on pourrait dire, parce que on en savait tellement peu avec ma sœur qu'on s'est même interrogé assez tardivement en se demandant quelle avait été sa langue maternelle, parce qu'il parlait beaucoup de langues. Il n'a jamais été à l'école, et en fait c'était l'allemand encore. Il parlait allemand et un peu yiddish. Pour ce que j'en sais, mais les histoires de mon père étaient tellement pas fiables, ou proprement impossibles à croire, parce qu'il avait fabulé les choses, ou qu'il les avait vues avec ses yeux d'enfant pendant la guerre, et qu'il racontait des choses qui étaient proprement pas croyables, qu'elles se prêtaient déjà beaucoup au romanesque, au manque, et des trucs... Mais c'était vrai pour lui. Alors là, bon, je parlais du nombre de pages, c'est-à-dire 600 à peine, mais c'est normal parce que c'est quand même une plongée dans tout le XXe siècle. Donc ça exige une certaine ampleur et puis qu'on se donne le temps. C'est bien parce que vous vous êtes donné le temps de l'écrire, on se donne tout de suite envie le temps de le lire. On comprend très bien quand on entame votre livre qu'il va falloir prendre son temps. Donc 2 parties. Première partie, les disparitions, et puis la deuxième partie, les témoins. C'est drôle parce que quand j'ai vu cette distinction entre les deux, j'ai pensé dans la première partie donc au fameux Disparu de Daniel Mendelssohn, et les témoins, ça m'a fait penser à un vers de Paul Celan. Personne ne témoigne pour le témoin. Et je les ai retrouvés, ils ne sont pas cités dans votre livre, mais je les ai retrouvés d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas évident dans un roman d'espionnage. Les témoins peuvent mentir, c'est là que le roman d'espionnage devient intéressant, c'est-à-dire que dans cette espèce de flou avec lequel moi, comme beaucoup d'autres, j'ai été laissée,
et l'envie de savoir et de retourner aux témoignages, parce qu'il y a beaucoup de témoignages réels, dont je fais la liste à la fin que j'ai utilisée. Il y a une sorte de sacralisation de la parole des témoins qui vous êtes tellement content de la trouver que vous la prenez tout de suite pour acquise et comme incontestable. Mais pour reprendre l'exemple de mon père m'a par exemple raconté que des gens, quand il était petit, il devait avoir une dizaine d'années pendant la guerre, avaient, vous le livre comme c'était, tiré sur sa mère, que la balle était rentrée par le sein, qu'elle était tombée à terre, et que la balle était ressortie par l'anus, et qu'après ça, ma grand-mère s'était remise sur ses pieds. Pas dans le livre, ça. Mais bon, il n'était pas du tout gâteux, il avait une 60aine d'années quand il me racontait ça. Et il avait quand même quelques notions d'anatomie et de balistique, quand même plus hors des affaires d'Oedipe, que ça j'avais bien compris. Mais à la fois, c'est ce qu'il avait vu. Et il n'avait rien vu d'autre. Et moi, je n'imagine pas ce que c'est que l'effroi d'un enfant de 10 ans qui voit abattre sa mère. Et alors, bon, entre la folie et la mauvaise foi, il y a par moments l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Hein. Mais j'avais un exemple de première main et donné assez tôt oui, un témoignage dit pas tout. Et avec toute la bonne foi du monde. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se souvenir mal. Ou alors on vous raconte un truc, puis vous avez compris un mot de travers, ça se passe beaucoup dans le livre. Où il vous manque une information, et sur ces manques, que ces gens qui, effectivement, ne disparaissent pas, comme chez Mendelssohn. Bon, on m'a toujours dit, à part ça, pour ce qui est... Ma mère est d'une famille juive polonaise, où là, je connaissais mieux l'histoire. Puis j'ai eu des grands-parents que j'ai connus, en disant, sans expliquer rien du tout, bon, ils sont morts, quoi. Oui, bah tu sais, machin, guerre, ils sont morts. Ce qui est quand même un peu lapidaire. Avec pas d'objets, quasiment pas de photos, etc. Donc, oui, on vit avec ces gens disparus, dont la disparition est donnée comme normale, qui se sont soit estompés petit à petit, soit donnés comme disparus dès leur apparition, en fait. Et les gens, dans la première partie du livre, effectivement, les parents d'Ilse, qui est une des héroïnes du livre, son père, ça je peux le dire parce que c'est le tout début du livre, son père est fondu avec un autre dans un bombardement à Prague. On lui annonce ça comme ça. Des gens ont vraiment été fondus ensemble dans le bombardement de Hambourg. Là, je l'ai déplacé dans ce bombardement très bizarre de Prague, qui est censé être fait par inadvertance. On croyait qu'on bombardait Dresde, en fait c'était Prague. Mais c'était peut-être pas par inadvertance, apprend-on des dizaines d'années après. C'est un roman qui est plein d'incertitudes. Hein. Mais en même temps, ça correspond à sa musique et à son écriture. C'est évidemment délibéré. Parce qu'on est à Prague au début, on va à Bratislava, où ça se passe en partie, et puis évidemment à Budapest. Alors, vous allez quand même nous fixer un petit peu l'intrigue, parce que moi je l'ai lu comme une quête et une enquête d'un personnage qui essaie de retrouver des traces de sa famille. Il s'appelle Ungar, c'est-à-dire hongrois en allemand. Alors Simon Ungar est dans la situation de flottement total où quasiment au même moment il perd son travail et il est quitté par sa petite amie et ça lui prend comme une espèce de bouée de sauvetage devant un avenir qui en promet assez peu ou qui est très incertain, de retourner dans le passé. Et un peu sur un coup de tête, il part sur les traces de sa famille hongare dont il sait très peu de choses. Et donc il part à Olomouc et de là il va essayer de retrouver quelques traces d'un grand-père mythique dont on lui a parlé. Mais comme il n'est pas du tout taillé pour l'aventure et qu'il est à la fois maladroit, craintif, pas dégourdi, qui parle pas tchèque, qu'ensuite il parle pas hongrois et qu'il est tellement avide de vérité qu'il est prêt à croire tout ce qu'on lui propose, l'enquête va se passer... c'est en général pas une qualité qu'on souhaite chez un détective, d'être gauche et... Il est quand même carrément inerte. À un moment, vous employez le mot. Oui. Moi, il m'a fait penser, vous savez, à qui a Oblomov, le héros de Gontcharov. C'est-à-dire, il est complètement apathique au départ. Il en manque un bout. Il en manque un bout. C'est aussi pour ça, ces quêtes. C'est-à-dire que Simon, moi, je l'ai pensé comme un personnage où il lui manque un bout de son identité et ça le laisse à la fois avide d'en savoir plus, mais aussi pas en capacité d'aller le trouver. Voilà. Quant à l'autre personnage du livre, qui est Ilse, qui naît dans une famille allemande de Bratislava, là, on est quand même dans un contexte... Elle naît
peut imaginer vers 36, 38. Là, on est quand même dans cet endroit bizarre du monde où, pour ce qui est de se constituer une identité, les nationalités changent à chaque régime, les croyances changent à chaque régime, les noms peuvent changer aussi, les noms de rues changent, et tout ça au gré des guerres et des changements de régime. Ces choses sur lesquelles on a tendance à s'appuyer. Les monuments aussi changent, parce que vous parlez d'un monument révisionniste à Budapest. Il y est encore. Qu'est-ce que c'est que ce monument? Alors ça, c'est un des grands marqueurs de la période Orban. Viktor Orban a fait ériger en 2013, dans une des plus grandes places de Pest, qui est la place de la Liberté, un monument aux victimes de la barbarie allemande, qui est une espèce de mélange terrible de kitsch, baroque et de fin de réalisme socialiste, qui est quand même assez étonnant dans le fait qu'il met toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale dans le même panier qui serait l'Allemagne. Mais les Juifs hongrois ont été principalement, et les Tziganes, ont été déportés principalement par les croix fléchées hongroises. Je veux dire, les Hongrois n'ont pas attendu. Donc c'est une façon de se laver assez bien les mains d'un passé hongrois au moment où on cherche à mettre cette nation sur un autre plan. Et il faut quand même dire, ce qui n'est que justice, qu'une minorité, certes, mais une minorité active de Budapestois, ont construit face à ça ce qu'ils ont appelé le contre-monument populaire, c'est-à-dire un amas très touchant dans le genre art brut de petites pierres avec des dates, de photos, de chaussures d'enfants, d'étuis à violon, de notices d'expropriation reçues par leurs parents, etc., forgeant avec ces petits objets, ces petits vestiges qui sont très importants dans un livre où on cherche des traces. Parfois, la trace qui reste, c'est, vous voyez, une carte postale, une paire de lunettes, ces petites choses-là qui viennent rappeler le passé pas franchement innocent de la Hongrie dans ces occurrences, et qui a continué après-guerre aussi, hein, parce que ça fait partie des choses qu'on oublie de dire. C'est à l'image de votre roman, Lola Gruber, qui est très énigmatique. D'ailleurs, le titre, Horn, venait la nuit, c'est très joli, hein, mais on ne comprend pas tout de suite, mais à un moment, on va comprendre. Donc c'est un personnage, Horn. Horn venait la nuit, c'est la première phrase d'un texte de Beckett. C'est dans une foirade de Beckett. Enfin, quand Beckett foire un texte, c'est mieux que la réussite d'autres. Et oui, échouer, mais échouer mieux. Voilà. Ça, c'est la magie de Beckett, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi Horn venait la nuit a été une phrase qui m'a tellement suivie, inexplicable, qui m'a fait autant d'effets. Ça, c'est le génie de Beckett. Donc, j'ai été jusqu'à faire un roman où il y a un personnage qui s'appelle Horn et qui vient la nuit. Alors, vous évoquez aussi, enfin, un de vos personnages le dit, le test ADN. Et il dit, mais c'est un truc, enfin le fameux test, hein, MyHeritage ou autre. Et il dit, oui, mais c'est une chose que font essentiellement les Ashkénazes. Vous croyez ça, que les séfarades ne font pas des tests ADN? Alors, le petit échantillon qui est autour de moi, c'est quand même principalement des... Est-ce que vous connaissez que des Ashkénazes? C'est ça l'échantillon. Valérie, vous qui connaissez un peu plus de séfarades qu'elle. J'ai l'impression que beaucoup de gens cèdent à cette envie. Mais des deux côtés, si je dis, oui. des deux bords. Oui, des deux camps. Voilà, on ne dira pas comme ça, mais il y a cette envie aussi de pouvoir dire « Ah, je viens de là, mais aussi d'ailleurs ». Et je sens cette envie-là présente aussi. Vous l'avez fait, ce test? Non. Ça vous dit rien? Ça ne me tente pas. Vous savez d'où vous venez? Je crois savoir, et j'aime bien imaginer le reste, parce que je ne sais pas. De Tunisie, c'est un peu tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire on a à la fois le... Alors, Zenati était un nom présent à Masada. C'est un nom de juif du deuxième temple, et d'une famille juive qui n'a jamais quitté Israël après la destruction. Il y a Ah bon? Oui, il y a des historiens qui se sont penchés sur cette famille, dont les deux dernières descendantes étaient dans un village arabe israélien, qui s'appelait Pti'in. Et c'est un nom qui a en fait, je pense, plusieurs origines, parce que c'est aussi le nom d'une tribu berbère convertie au judaïsme. Donc, en Tunisie ou en Algérie? En Algérie. Donc, et puis il y a un petit peu d'Espagne par ma grand-mère, et peut-être un peu d'Italie. Et le reste, je me l'invente. Moi, je me sens très proche du judaïsme d'Europe centrale, et ukrainien en particulier, chassidique peut-être.
sans avoir, je crois, dans mes gènes, le moindre indice sur cette proximité. Et vous, Lola Gruber, le test ADN, vous l'avez fait? Non, j'ai failli le faire pour le livre. Oui, pour voir comment ça. Puis j'avais un copain qui l'avait fait, je voyais. Je le ferai peut-être un jour. Je prends pas ça très au sérieux. Puis j'entends les trucs qui me dit, un ami polonais qui me dit, mon frère a 1% de juifs et moi pas. C'est très injuste. Ça change tout. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Je le ferai peut-être un jour. Je l'ai pas fait pour le moment. Il y a un autre terme plus important que l'ADN qui est dans votre roman, c'est Mitteleuropa. Pas trop d'ailleurs, mais on sent ce parfum tout au long parce que la quête et l'enquête de votre personnage, vous l'avez faite. Et donc, la Mitteleuropa, vous y croyez ou c'est un mythe? Il y a une chose quand même. Alors là, la Mitteleuropa fantasmée, oui. Celle de Zweig, etc., je ne sais pas. Mais moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que pour la France, et moi j'ai été élevée, l'éducation scolaire, vous disiez ça à l'époque, c'était l'Europe de l'Est. Mais pour eux, c'est l'Europe centrale. Et moi, je trouve ça très important aussi de rappeler que cette Europe est au centre. C'est bizarre quand même qu'en France, l'Autriche... Alors l'Autriche, c'est au centre, mais la Hongrie et la Slovaquie, non. Oui, mais c'est ce que disent nos personnages, c'est au centre de beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire de l'effervescence culturelle européenne, etc. C'est très... Vous savez, quand je vous ai lu, à un moment, une phrase m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, tiens, je l'aurais mise en épigraphe. C'était une phrase que m'a dite un antiquaire à Iași, en Roumanie. Alors je m'étais baladé, puis il m'a dit, est-ce que vous avez remarqué, les rues sont pleines de juifs qui ne sont plus là. Et je trouvais ça très beau, bien sûr. Je m'en suis servi d'ailleurs dans des livres. Mais je trouvais que c'était tellement vrai pour l'ensemble de l'Europe centrale. Il reste cette présence absente. Et dans votre roman, à part le côté roman d'espionnage, il y a tout cet esprit-là qui flotte en permanence. Mais un ami tchèque m'avait dit ça. Il m'avait dit, si tu cherches le quartier juif dans une petite ville tchèque, va voir le centre commercial en général. En général, c'est maintenant soit un centre commercial, soit un parking. Oui, mais hélas, c'est vrai à Salonique, c'est vrai dans beaucoup d'endroits. En tout cas, on retrouve tout ça dans votre roman « Orne venait la nuit », qui vient de paraître aux éditions Christian Bourgois, que je vous recommande, comme je vous recommande le livre de Valérie Zenati, « Qui vive », magnifique, à l'image de sa couverture. Et puis, alors, j'ai deux coups de cœur, comme d'habitude. L'un, c'est un gros livre. C'est un gros livre qui paraît aux éditions Exil, qui s'intitule Notre monde. Unserwort. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'entends moi aussi. C'est-à-dire le journal Unserwort, oui. Qui était autrefois celui des vieux-ides à Paris dans le Sentier. On a tous connu ça, Unserwort. Et qui est sous-titré « Histoire des grandes familles juives de New York ». Et Stephen Birmingham en est l'auteur. Bon, c'est paru en 1968 aux États-Unis, mais c'est traduit seulement maintenant grâce aux éditions Exil. C'est un gros livre, il fait 500 pages, c'est très dense. C'est le livre de l'historien. Et évidemment, c'est quand même quelque chose qui m'a, stupéfait, parce qu'il y a une foule d'informations. Je crois que c'est le livre le plus documenté que j'ai lu sur les grands banquiers juifs, qui sont des dynasties de banquiers juifs, qui sont arrivés aux États-Unis au milieu du XIXe siècle et qui ont concurrencé ceux qui étaient en place, les WASP, depuis longtemps, c'est-à-dire les Rockefeller et les autres. Et là, ils s'appellent, on connaît ces noms maintenant, Seligman, Goldman Sachs, Lehman, ceux de Lehman Brothers, Schiff, Levinson et puis évidemment Guggenheim. Et en fait, c'est l'histoire et la biographie familiale, dynastique de ces gens-là. Je veux dire qu'on apprend des milliers de choses. Vous avez vu comment c'est dense, c'est inouï, quoi. C'est comment ils ont été repoussés, en quelque sorte, par l'élite bancaire protestante, qui non seulement a résisté, mais qui résiste encore. Et comment ça ne pouvait se passer qu'à New York, et pas ailleurs. Comment ça a aussi marqué l'esprit new-yorkais. Je dois dire que c'est un livre assez stupéfiant. Oui, alors les autres banquiers de Wall Street qui ont résisté, qui n'étaient pas juifs, c'est les Roosevelt, les Pierre Paul Morgan, évidemment les Rockefeller et quelques autres.
Voilà, je ne sais pas si je vous le recommanderais parce qu'il faut avoir un intérêt particulier. Moi, je l'avais pour ce genre de famille et je dois dire que c'était assez stupéfiant. Évidemment, ça a aussi une importance par rapport à l'histoire économique, tout simplement, des États-Unis. Mais à part ça, sur le plan, j'allais dire, anthropologique, comment des familles juives décident de s'intégrer sans jamais se désintégrer, tout en restant elles-mêmes, parce qu'elles ont renoncé à rien de ce qu'elles étaient, surtout à New York, où quand on voit le Temple Emmanuel, vous connaissez le Temple Emmanuel? À New York? Oui, sur la 5e avenue. Oui, je le vois. Oui. Eh ben, c'est la grande synagogue, mais tellement imprégnée de protestantisme WASP qu'on se demande si on n'est pas dans un... Les prières sont faites pratiquement sur une musique protestante et une liturgie protestante. Il faut vraiment prêter l'oreille pour entendre l'hébreu. C'est assez frappant et donc c'est parfaitement raconté là et traduit, alors j'insiste, par Pierre de Longuemare, traduit de l'anglais. Et Pierre de Longuemare, c'est important pour un traducteur, c'est un homme qui a passé toute sa vie professionnelle à la banque BNP Paribas, un niveau très important. Il est tellement passionné par l'histoire bancaire qu'il a même monté une association et il a traduit ça, je pense, par passion pour ce monde bancaire. Il faut dire aussi que la plupart, ou un certain nombre de ces familles juives new-yorkaises arrivées au milieu ou à la fin parfois du 19e siècle, sont passées par Ellis Island. Ellis Island, c'est la porte d'entrée qui, de 1892 à 1924, donc pendant à peu près 27 ans, a fait rentrer aux États-Unis 16 millions d'immigrants. Ellis Island, c'est donc la Statue de la Liberté, New York, c'est juste là. C'est mythique. Hein. Quand on est français et qu'on vous dit Ellis Island, évidemment vous pensez à New York, mais vous pensez à Georges Perec. Parce que Georges Perec et Robert Baubert, que nous avons reçus ici même la dernière fois, Georges Perec a écrit un livre sur Ellis Island et il était venu et il est revenu avec Robert Baubert pour faire les récits d'Ellis Island, qui est un magnifique documentaire. Eh bien, imaginez-vous que ce livre, Ellis Island, il existe aussi donc en écoute et lire, hein, c'est chez Gallimard, c'est un disque, un CD, mais l'important c'est toujours le lecteur, le comédien, qui est-il? Alors là, c'est lu par Sami Frey. Alors là, vos mamans vont être... pas que vos mamans, mais notamment. Sami Frey, donc, c'est pas seulement un physique, hein, évidemment, c'est une présence. Et c'est une voix, un timbre, un rythme, un tempo assez lent, en général, quand il lit, qui est très singulier. Et nul n'était mieux placé que Sami Frey, c'est-à-dire le fils de Mendel Frey, son vrai nom, et de Perla Wolf, dont le yiddish était la langue maternelle, Sami Frey. Oui. Il venait pas de Tarnov ou... Non, je ne sais pas si ça fait... Lui, il est né à Belleville, mais ses parents, oui. Il me semble. Oui. C'est un lecteur envoûtant. Moi, je dois te dire que j'ai eu le bonheur de l'entendre il y a peut-être 20 ans, à l'école normale supérieure, lire un seul soir la cérémonie des adieux de Simone de Beauvoir, dans un silence religieux. Il n'y a pas de téléphone portable, hein, rien. Il a à peine salué, une petite table, une petite lampe, et il a lu. C'était magique. Je crois qu'il le faisait sur un vélo. Hein. Non, ça c'est Je me souviens. C'est Je me souviens, oui, il le faisait sur un vélo. Oui, moi je parlais de Simone de Beauvoir. Oui. Mais oui, Je me souviens, c'était au théâtre de la Madeleine, que j'avais vu également, où il pédalait. Il a dû beaucoup maigrir, je pense, pendant qu'il l'a fait, et c'était inoubliable. C'était déjà avec Perec. Les émigrants qui devaient passer par Ellis étaient ceux qui voyageaient en 3e classe, c'est-à-dire dans l'entrepont, en fait à fond de cale, au-dessous de la ligne de flottaison, dans de grands dortoirs, non seulement sans fenêtres, mais pratiquement sans aération et sans lumière, où 2000 passagers s'entassaient sur des paillasses superposées. Le voyage coûtait $10 dans les années 1880 et $35 après la guerre de 1914. Il durait environ 3 semaines. La nourriture consistait en pommes de terre et en harengs. Toute une série de formalités avait lieu au cours de la traversée.
Elles étaient à la charge des compagnies de navigation qui étaient en quelque sorte responsables des passagers qu'elles embarquaient, puisqu'ils devaient payer les frais de séjour des émigrants retenus sur Ellis Island et, en cas de refoulement, assumer le retour en Europe des émigrants. Ces formalités consistaient en une visite médicale, généralement bâclée, des vaccinations, des désinfections et l'établissement d'une fiche signalétique où étaient consignés divers renseignements concernant les migrants: identité, origine, destination, ressources, antécédents judiciaires, tuteurs aux États-Unis, etc. Philippe Michard, dans votre livre, dans votre roman aussi, Malinka et le monde à venir, il est écrit roman, enfin aujourd'hui le roman c'est une auberge espagnole, vous appelez ça une autofiction midrashique. Il faudrait un petit peu quand même expliquer, est-ce que vous avez inventé un genre ? Je n'oserais pas dire ça, mais il est certain que j'ai une pratique d'écriture très ancienne et que je finis par me dire qu'elle aboutit à une forme particulière, effectivement, que je préfère appeler roman, parce que j'aime beaucoup les romans, et que j'aimerais que ça se lise comme un roman, c'est-à-dire comme, effectivement, que ça soit, qu'on soit happé par une écriture. On ne l'est pas toujours, par à la lecture des romans. Une dynamique, hélas. Une dynamique vers un but, enfin, donc tout ça. Mais effectivement, ce que j'y écris emprunte à de nombreux genres, et en particulier le midrash, bien sûr. Voilà, donc midrash vient de l'hydrosh, qui veut dire exiger, et en fait c'est devenu le midrash, cette façon d'exiger d'un texte qu'il dévoile évidemment pas tous ses sens, parce que c'est infini, mais qu'il éclate en de multiples sens et qu'il ne soit justement pas réductible à un sens comme un mode d'emploi. Absolument, c'est pas un mode d'emploi. Donc le midrash, j'ai utilisé en particulier dans ce livre de façon presque littérale, puisque je m'appuie pour une bonne partie du livre sur le texte que mon héroïne a écrit elle-même, Malinka. Elle a écrit sa sortie, enfin son échappée de la Shoah, dont elle est la seule dans sa famille à en avoir réchappé, et elle a écrit un récit. Et ce récit, il est présent presque in extenso dans mon livre. Simplement, je m'infiltre dans son récit, je n'invente rien, donc effectivement, c'est pas un roman, il n'y a pas d'imagination, mais par contre, à partir de son écriture, j'essaye de dériver et d'essayer de rapprocher, par exemple, son expérience d'expérience personnelle ou d'expérience autre, ou d'expérience livresque. Ce qui fait que le texte s'épanouit, j'espère, dans ce régime-là, dans cette modalité-là. Ce régime-là, c'est finalement le tissage de deux textes. On dit souvent qu'un livre peut en contenir un autre. Le vôtre contient celui de Malinka, donc une juive née près de Varsovie en 1927, pour se situer à peu près, et qui a donc perdu sa famille durant la Shoah. Toute sa famille, elle est absolument seule. Absolument. Et donc, vous l'avez tissé avec toutes ces écritures. Votre livre, c'est un livre qui contient d'autres livres, on l'a dit, mais qui est d'une très grande richesse. Et donc, on peut avoir des interprétations à l'infini. Moi, je l'ai lu comme une longue réflexion sur la mort, mais sur la mort volontaire. Cette mort volontaire, dans votre livre, elle est aussi administrée par d'autres. Oui. C'est ce qui change tout. Oui, c'est ce qui change tout, et c'est d'ailleurs, ça a été presque une pomme de discorde entre mon ami Pierre, avec qui, si j'ose dire, j'ai écrit ce livre, et moi, puisque lui a quand même accompagné sa mère jusqu'à cette mort volontaire, et que moi, j'y étais peut-être réticent,
Et surtout, la question de ce livre, c'est quand même cette question, effectivement, on parlait de la mort, mais surtout du statut de la mort et surtout du statut de la vie, en fait. Du statut de la vie et du rapport que pourrait avoir cette tentation de la mort volontaire avec la Shoah. Alors justement, pourquoi, on va parler des autres, mais pourquoi Malinka décide, si tant est qu'on puisse décider, qu'il y a un libre arbitre, de se donner ou de se faire administrer à la mort volontaire, et sous quelle forme? Je n'y étais pas. Et j'espère surtout ne pas blesser ou déformer une réalité qui a été celle de mon ami, qui lui, a vécu ces instants. Objectivement, elle avait une maladie de Parkinson, elle avait 85 ans, mais ça arrive, je dirais, au meilleur d'entre nous, c'est pas forcément suffisant. Hein. Moi, ce que j'ai évidemment rapproché plusieurs fois, c'est un peu un leitmotiv, on a entendu parler d'autres morts volontaires ou suicides chez des personnes qui ont traversé la Shoah. Je parle évidemment de Primo Levi, quoi qu'on en discute. Jean Améry. Jean Améry, bien sûr, lui, il a théorisé, vraiment, il a théorisé. Vous êtes, je l'ai senti dans votre livre, méfiant vis-à-vis de cette fausse liberté qu'accorde le droit de choisir sa mort et de se donner la mort. Oui, certes, oui. Oui, je suis... Ou en tout cas sceptique. Oui, je suis réservé, j'exprime même des réserves à l'idée d'autonomie, qui est évidemment mise en avant aujourd'hui, l'autonomie des malades, etc. Et effectivement, en découvrant les Écritures et la synagogue, j'ai découvert les commandements, les mitzvot. Et donc, c'était un grand soulagement pour moi, les mitzvot, en fait. Je pense que j'éprouve beaucoup de plaisir à l'idée que ça existe, la loi, qu'il y ait une loi. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais qu'il y ait une loi, c'est en fait merveilleux. Toutes les mitzvot ou le décalogue? Toutes les mitzvot, non, toutes. Le décalogue. Et donc, déjà... Moi, j'aime beaucoup l'idée de mitzvot et j'ai toujours douté de l'idée d'autonomie, mais... Un juif, c'est pas quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui respecte la loi. Voilà, oui, en tout cas qu'il étudie. Qu'il étudie ou qui essaye de s'y conformer. Oui. Mais encore une fois, je vous sens méfiant ou sceptique vis-à-vis de... Parce que c'est un débat actuel, la fin de vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on m'a accusé, on m'a dit que c'était parce que j'étais médecin. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Mais c'est vrai que... En général, on est confronté à des personnes qui souffrent, en général veulent vivre plus longtemps. C'est pas en général, c'est tout le temps. C'est-à-dire que si jamais il y a une demande d'euthanasie, elle est vraiment exceptionnalissime. Donc c'est jamais le principal problème. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé exceptionnellement, oui. Exceptionnellement. Et quelle a été votre réponse? J'ai botté en touche. Non, ça m'est arrivé dans des conditions beaucoup plus aiguës, chez des patients qui allaient très très mal, et là, il s'agissait d'augmenter un peu le débit d'une perfusion sédative. C'était pas une euthanasie. Non, mais ça aboutit quand même oui. Au décès. Oui, ça aboutit au décès, mais c'est pas quelque chose de programmé comme dans le cas de Malinka. Où quelqu'un, disons, en pleine possession de ses moyens, décide d'en finir. Mais ce que vous avez fait, est-ce que c'est considéré comme une euthanasie par la loi? À l'époque, c'était plutôt quand j'étais infirmier de nuit. C'était infirmier de nuit, c'était même pas comme médecin, et c'était tout à fait passible de... Et maintenant? Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand vous parlez, dans votre livre et chez Acadème, quand vous parlez de la mort volontaire et de votre position vis-à-vis de la mort volontaire, c'est le médecin ou c'est le juif qui s'exprime? Je sais pas, c'est le même. Hein.
Non, en fait, je suis pas sûr d'avoir une position. C'est un livre hein, au sens où c'est presque une expérience psychique et une expérience d'écriture. Donc ça aboutit à de l'écriture. Et j'espère justement, à l'image du Midrash ou à l'image de l'écriture juive, ne pas donner de directives. C'est-à-dire, je ne dis pas c'est ça qu'il faut faire ou pas faire. D'ailleurs, c'est la fin du livre se termine là-dessus. Donc, non, c'est sûr que j'émets des réserves sur cette cette pseudo-liberté qui est toujours affirmée par des personnes qui sont en bonne santé. Là aussi, évidemment. Est-ce que vous n'êtes pas fasciné par ce mystère inentamé, à mes yeux, de ces hommes ou de ces femmes qui ont survécu à la Shoah avec toute la force que ça suppose et la volonté et que ça a tenu pendant toute une existence et qui à la fin, malgré tout, se donnent la mort. Oui, comme Jean Améry, comme Bettelheim, comme Primo Levi et d'autres. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne suis pas là pour leur donner des leçons. Et ce qu'ils ont traversé est tel que on peut qu'être absolument tout petit devant eux. Oui, mais comment l'interpréter ? Il ne s'agit pas de condamner. Disons que l'expérience de lecture et d'écriture que j'ai faite me fait penser, peut-être me fait craindre, que cette pseudo-autonomie, cette solution, ait à voir avec le meurtre organisé au moment de la Shoah, avec le meurtre de quelque chose qui est même au-delà des corps. Voilà. C'est peut-être ça que je crains. Et d'ailleurs, Malinka elle-même, à mon avis, le craint. Parce que dans l'interview qui suit son récit, et c'est une phrase que j'ai plusieurs fois citée, elle dit « les Allemands ont gagné ». Alors, elle ne parle pas des Allemands d'aujourd'hui, mais quand elle dit « les Allemands ont gagné », c'est voilà, il y a quelque chose de cette réduction de l'humain à ce bout de chair qu'on peut jeter et qui est toxique à mon sens. Oui. Les Allemands ont gagné. Moi, c'est une réflexion que je me suis faite en voyant la tombe de Primo Levi, sur laquelle il y a juste écrit Primo Levi, date de naissance, date de mort et numéro de tatouage. Ah oui, ça, j'ai pas vu ça. Alors lui, il dit pas ça, hein, mais est-ce que c'est pas ça aussi ? Il y a une forme de défaite, c'est sûr. Non, encore une fois, moi je fais se heurter des textes là-dessus, mais et j'ai aussi 2 citations d'Hannah Arendt au début, dans lesquelles elle dit aussi ça, hein, que la Shoah ne s'arrête pas à la Shoah, enfin, en gros, et que la disparition de Staline et de Hitler ne suffit pas pour dire on est guéri. D'ailleurs, c'est clair qu'on n'est pas guéri. Donc, voilà. Oui, mais là, ça veut dire aussi que la Shoah est restée en eux. Oui, et que ça sera jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de ça. C'est une phrase qui m'avait frappé au procès d'Emmanuel. Vous savez, bien sûr, qui était un gardien d'un camp, bien sûr. Et un rescapé qu'il avait reconnu était venu juste pour dire une phrase. Et ça avait été filmé, ça m'avait beaucoup frappé. Il avait dit « Ceux qui n'y sont jamais allés n'y pénétreront jamais. Ceux qui ont été n'en sortiront jamais. Treblinka est hors du monde. » Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça veut... mais enfin, on va quand même finir avec une note un peu vers l'avenir, puisque quand même, votre livre s'intitule « Malinka et le monde à venir ». Alors, il est où le monde à venir ? Alors, il est dès le début, hein, puisque dès le premier chapitre, j'en parle, parce que je ne sais pas si c'est sachant que j'allais aborder ces rivages tellement noirs, mais j'ai
étudié, c'est pas vraiment étudié, puisque j'étais seul et il faut jamais étudier seul. Donc, mais disons que je me suis servi d'un chapitre du traité Sanhédrin qui est connu, qui s'appelle le Chélek, et qui parle de ceux qui auront une part, Chélek, dans le monde à venir. Et donc j'essaye de saisir quelque chose de cette pensée rabbinique pour laquelle le monde à venir est central, dans le fond. Et qu'est-ce que c'est que ce monde à venir qui est si central ? J'essaye de tourner autour de ça, déjà pour comprendre que les rabbins ne sont pas du tout naïfs, c'est-à-dire que c'est pas du tout l'idée que dès qu'on sera passé de l'autre côté, on pourra prendre un pot ensemble. Pas du tout, c'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, ils citent volontiers l'Ecclésiaste et des visions tout à fait modernes, dans le fond, de ce qu'est après la mort. Mais par contre, il y a une insistance sur la parole et sur le texte. Et en fait, ce chapitre Élec, il cherche juste à dire, dans la Torah, si on lit la Torah, il y a le monde à venir. C'est-à-dire que le monde à venir est dans les lignes de la Torah. Voilà, donc il faut chercher. Quel était son rapport au judaïsme, Malinka ? Absolument repoussé, repoussé en tant que religion, ça c'est sûr. En tout cas, et ça a été aussi, c'est aussi une tension entre Pierre et moi, ou entre Malinka, qui était déjà plus là pour en parler, et moi, puisque moi je suis quand même très imprégné par une certaine pratique religieuse et par un goût immodéré pour les écritures et leurs commentaires. Et donc Malinka, non, c'était repoussé absolument. Bon, mais parlons-en, parce que vous l'évoquez, vous-même, vous n'êtes pas né dans un milieu religieux, ni pratiquant. Vous avez fait teshuva, un retour, tardivement ? Tardivement, oui. Grâce à Israël ? Oui, grâce à l'hébreu, en fait. À la langue ? Grâce à l'hébreu, absolument. Parce que j'ai toujours considéré que j'étais juif, parce que ma grand-mère maternelle était juive. Bon, c'est peut-être léger. Il y avait des noms juifs tunisiens qui me fascinaient, je dois dire. Allez. Cassuto, Montefiore. Bon. Mais bon, enfin, c'est des noms. Et je rêvais d'apprendre l'hébreu. J'ai toujours beaucoup aimé la littérature. Enfin, je crois que la littérature est pour moi vitale. Et j'ai donc eu l'occasion de partir en Israël pour faire une course de vélo, parce que le vélo aussi est assez vital. Parce que vous êtes cycliste, oui. aussi. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire une course de vélo pour rapporter de l'argent pour un hôpital d'handicapés en Israël. Qui s'appelle Al-Din, qui se trouve derrière le mont Herzl, tout près d'Yad Vashem. Vous l'avez fait à plusieurs reprises ? Je l'ai fait 10 ans. Pendant chaque année ? Je l'ai fait, il y a eu des trous, mais disons qu'en tout, je l'ai fait peut-être même 11 ans, 11 fois. Mais c'est pas tout seul, c'est dans un groupe. Absolument, oui, il y a tout un groupe, et en fait, les conditions d'inscription de la course, c'était de rapporter un certain nombre de milliers de dollars ou d'euros. Et donc j'ai eu des amis que j'ai toujours qui m'ont appris le Talmud en roulant. Voilà. Ah, c'est comme ça que c'est venu. C'est comme ça que c'est venu, oui. Jean Pisanté en particulier, qui est déjà venu à l'Acadème pour commenter le paracha. Merci Philippe Michard, et merci à tous les trois donc d'avoir participé à cette nouvelle édition des 5 livres.